La, la question que j'aime traiter en général, c'est la question de savoir si les génies de la physique, et moi je pense qu'il y a des génies de la physique, c'est pas simplement des idées qui naissent dans des contextes particuliers, c'est aussi des idées qui naissent dans des esprits particuliers pour des contextes qui font que leurs idées peuvent rencontrer des problématiques de leur temps. Et une question intéressante, c'est est-ce que les génies de la physique ont produit des concepts ou des théories qui ressemblent peu ou prou à des choses qu'ils ont vécues, ou à leur propre psychologie. C'est-à-dire, en gros, quel lien y a-t-il, ou n'y a-t-il pas, entre la vie et l'œuvre des génies? Est-ce que c'est deux choses complètement indépendantes, ou est-ce qu'au contraire, il y a un lien? Einstein lui-même s'est exprimé là-dessus en disant, quand il a écrit son autobiographie scientifique, en disant l'essentiel pour quelqu'un comme moi, ça n'est pas savoir ce qu'il a vécu, ni ce dont il a souffert, c'est ce qu'il a pensé. Et lui, par exemple, l'idée que une sorte d'autonomie de la pensée par rapport à l'existence. Et la question est de savoir si c'est légitime d'envisager son œuvre et sa vie sous ce regard-là, ou s'il a un peu idéalisé sa propre situation. Alors, il y a une théorie d'Einstein qui a fait sa notoriété. Vous savez, il y a plusieurs travaux très importants au cours de sa vie, mais la théorie dont on dit que personne n'aurait pu la trouver sans lui, c'est ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, qu'il a publiée en 1915, après des années de travail. Et le principe fondamental de cette théorie, ce qui constitue son cœur dur conceptuel, c'est ce qu'on appelle dans un jargon, je vous prie de m'excuser de le répéter, l'invariance par difféomorphisme. C'est-à-dire le principal concept qu'introduit Einstein pour élaborer cette nouvelle théorie de la gravitation, c'est l'invariance par difféomorphisme. C'est un nom compliqué pour dire que, d'après cette théorie, et ça rejoint une conception qu'avait Einstein, ce qui compte vraiment d'un point de vue physique, vous m'avez entendu jusque-là? Jusque-là, dis donc. Ce qui compte vraiment, ce sont les événements. Les événements qui se produisent dans l'espace-temps. Et un événement, c'est n'importe quoi qui se passe à un endroit donné de l'espace, à un instant donné du temps. Et la théorie d'Einstein, c'est une théorie qui dit la façon dont nous indexions les événements, la façon dont nous les décrivons, le choix du repère, des coordonnées par lesquelles nous allons traduire cet événement, c'est complètement arbitraire. Ça n'a aucun sens physique. Tous les modes de description sont équivalents. Il y a un système de coordonnées qui peut rendre les calculs plus faciles pour telle ou telle situation, mais c'est simplement une affaire de facilité. D'un point de vue physique, ça ne transporte rien qui soit essentiel. Ça veut dire que les systèmes de coordonnées, on peut les choisir comme on veut, et les lois physiques doivent être les mêmes, quel que soit le système de coordonnées particulier qu'on a choisi. Invariance par difféomorphisme, pour le dire en termes plus communs, ça veut dire invariance par rapport au choix du système de coordonnées particulier qu'on choisit pour repérer un événement. Et moi, la question qui m'a travaillé, c'est est-ce que le cerveau d'Einstein était invariant par difféomorphisme? C'est-à-dire, est-ce que sa façon de réfléchir, de poser des questions, était dépendant ou non du lieu particulier où il se trouvait? Alors j'ai entamé un petit voyage dans les villes où il a eu ses idées les plus importantes, en Suisse, en Belgique, à Prague, j'y reviendrai. Mais je savais presque à l'avance quelle serait la réponse, à savoir que oui, son cerveau était en gros invariant par difféomorphisme, c'est-à-dire que les idées qui lui venaient étaient quasiment indépendantes de l'endroit dans l'espace où se trouvait son encéphale. Évidemment, c'est une position un peu abrupte, il faudrait la nuancer, mais en gros, il était ce que Jabbès appelait, ou aurait appelé, un génie du non-lieu. Il avait un mode de fonctionnement qui était agéographique, il méprisait les frontières, etc. Et puis, il y a plusieurs anecdotes qui montrent qu'il avait cette pente intellectuelle assez naturellement. La première, c'est l'anagramme d'Albert Einstein, qui est inertiel, absent.
inertiel absent. Il y a aussi rien n'est établi, c'est plus connu, mais inertiel absent, ça dit aussi ça. C'est-à-dire que quand il se déplaçait dans l'espace, il a dû se déplacer, puisqu'il a été migrant. Hein. Il a dû fuir l'Europe, il a vécu dans plusieurs pays différents. Il était inertiel, c'est-à-dire sa façon de se déplacer ne changeait pas les questions qu'il se posait. Et absent, parce qu'on dit que dans les conversations, sauf si on parlait de physique, il tenait un quart d'heure. C'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure, on sentait qu'il partait, quoi. Il pensait à autre chose, ou il reprenait le fil de ses idées. Et puis il y a aussi une anecdote qui est moins connue, mais qui est encore plus éclairante, c'est qu'en 1919, au moment où on vérifie que la lumière se courbe à cause des masses qu'elle rencontre sur son passage, à l'occasion d'une éclipse totale du Soleil qui a lieu en 1919, Einstein devient célèbre, il fait la une des journaux dans le monde entier, et sa ville natale, qui est Ulm, en Allemagne, décide de donner son nom à une rue de la ville. Pas la rue dans laquelle il est né, qui a été détruite, mais une autre rue, qui du coup est baptisée en 1919 Einsteinstraße. Et en 1933, il y a des élections municipales dans cette ville, comme partout en Allemagne, et le maire qui est élu est un maire nazi, et comme vous le savez, les nazis détestaient Einstein, pour toutes sortes de raisons. Il était juif, il était pacifiste, il avait rédigé une théorie incompréhensible, etc. Et donc, ils ont débaptisé sa rue. C'est d'ailleurs la première décision du maire de la ville, lorsqu'il a été élu, de débaptiser la rue Einstein pour la renommer Fichtestraße, puisque Fichte était un écrivain qui avait produit des textes évidemment beaucoup plus nationalistes. Et en 1946, quand les Américains ont libéré, entre guillemets, l'Allemagne, notamment la ville de Ulm, la ville natale d'Einstein, ils ont rebaptisé la rue Fichtestraße Einsteinstraße, qui est le nom qu'elle porte encore aujourd'hui. Et Einstein, il a eu vent de tout ça. Il était à Princeton, aux États-Unis, mais on lui racontait cette histoire. Il a écrit un texte très très drôle, dans lequel il dit, mais cette rue-là, on devrait l'appeler Girouettestraße. D'abord parce que ce serait beaucoup plus conforme à l'esprit politique des Allemands qui changent tout le temps d'avis. Et une fois qu'on l'aurait appelé ainsi, on n'aurait plus besoin de changer ce nom de façon périodique. Ça dit un peu ce que je vous dis, c'est-à-dire que pour Einstein, ce qui est important, c'est le fait qu'il y ait une rue. C'est ça l'événement. La façon dont on l'appelle, c'est complètement arbitraire. D'accord ? Donc il y a quelque chose là qui renvoie à cette idée d'invariance par difféomorphisme. Et ce que je vous propose, c'est de vous raconter quelques étapes dans la vie d'Einstein qui montrent comment, finalement, il avait de la suite dans les idées. Ce que je veux dire par là, c'est que les génies de la physique sont des gens qui n'ont pas en commun de partager ce qu'on appellera le génie. Il y a autant de formes de génie qu'il y a de génie incarné. Par exemple, le génie de quelqu'un comme Paul Dirac n'est pas le même que le génie de quelqu'un comme Schrödinger ou Planck. C'est pas du tout la même façon de travailler, ni même de penser. Mais ils sont tous géniaux, mais de façon différente. Et si on devait caractériser le génie d'Einstein, eh bien le mieux, ça serait de se référer à ce qu'il a dit lui-même. Il y a l'un de ses biographes qui s'appelle Selig, qui, à la fin de sa vie, l'a interrogé pour lui demander, à votre avis, pourquoi est-ce que vous avez été le premier à élaborer la théorie de la relativité? Et Einstein répond, et je pense qu'il est sincère, en disant « grâce à mon retard mental ». Et il explique ce qu'il veut dire par là. Il dit que les questions d'espace et de temps, c'est des questions qu'en général, l'être humain résout dans l'enfance. C'est-à-dire autour de 7-8 ans, on comprend que l'espace est le lieu de notre liberté, on peut aller et venir dans l'espace, librement, aller dans un endroit, en revenir, sans obstacle. Et on comprend aussi que les longueurs se mesurent avec des doubles décimètres ou des mètres. Donc on comprend ça, l'espace se mesure avec ce type d'instrument. Et puis le temps, au contraire, on comprend qu'on n'est pas libre de se positionner où on veut dans le temps. On a une position imposée. On est présent dans le présent. Et on ne peut pas quitter cette position. Et on comprend que les durées, elles, se mesurent avec des horloges ou avec des montres, etc. Et dit Einstein, une fois qu'on a compris cette séparation, eh bien l'affaire est réglée. L'espace, c'est ce que j'ai dit,
le temps, c'est ce que j'ai dit, et on passe le restant de ses jours à vivre avec cette conception de l'espace et du temps. Mais Einstein dit, moi, à cause de mon retard mental, je me suis posé ces questions à un âge beaucoup plus tardif, et je les ai résolues avec un cerveau d'adulte. Il ne parlait pas de son propre génie, mais en gros, ce qu'il disait, c'est que son génie consistait à poser des questions d'enfant qu'il résolvait avec un cerveau d'adulte. Je dis tout ça, tout ça pour ceux dans la salle qui ont subi un retard scolaire. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est vous expliquer comment il a procédé, c'est-à-dire comment il a bâti une théorie absolument incroyable, la relativité générale, qui est une théorie absolument magnifique, en posant des questions d'enfants. Et en voyant ce qu'elles impliquaient, sans jamais couper le fil. C'est-à-dire, il prenait les conséquences d'une question, et puis voyait ce qu'elles impliquaient sur d'autres questions, sans jamais perdre la cohérence du raisonnement. Alors, je vais faire commencer l'histoire en 1894. Einstein est né en 1879. Il a donc 15 ans en 1894. Il est lycéen à Munich, dans un lycée qui, comme tous les lycées allemands de l'époque, propose une discipline quasi militaire. Les élèves n'ont pas le droit de poser de questions, ils marchent au pas entre les différents cours, ils font du sport d'une façon très cadencée, si j'ose dire. Et Einstein, à 15 ans, supporte très mal ce genre de traitement. Ses parents ont quitté l'Allemagne pour s'installer en Italie, à côté de Milan, où son père a monté une usine d'appareils électriques avec l'aide de son oncle. Il l'avait déjà fait en Allemagne, mais avait fait faillite. Ils ont recommencé en Italie avec un financement qui venait de la famille de la mère d'Einstein, qui vivait en Italie et qui demandait, puisqu'ils avaient prêté l'argent, à pouvoir contrôler à proximité de l'usine comment elle fonctionnait. Et Einstein, à Noël 1894, craque complètement, il fait une sorte de dépression nerveuse, démissionne du lycée, après avoir obtenu un certificat médical qui lui a été donné par le médecin de famille, demande au professeur de mathématiques de lui donner un certificat garantissant qu'en mathématiques il avait un niveau universitaire. Et Einstein, sans prévenir personne, pas même ses parents, quitte le lycée, se déscolarise et rejoint en train ses parents en Italie, où il va passer 1 an sans aller à l'école, complètement déscolarisé. Imaginez la panique des parents qui le voient débarquer. Pire que ça, il renonce à la nationalité allemande que ses parents juifs avaient eu tant de mal à obtenir. Et donc il devient apatride. Il n'était pas majeur, il avait 15 ans, et donc il a fallu que son père fasse les formalités pour lui. Et il décide d'être apatride, et il va rester apatride pendant quelques années, jusqu'à obtenir la nationalité suisse quand il sera installé à Berne. Et pendant cette année, il va faire beaucoup de vélo, il va faire des randonnées, il va traverser les Alpes à pied, il va fréquenter les musées, il va jouer de la musique, et surtout il va beaucoup lire, il va beaucoup réfléchir, et il va décider de préparer le concours d'entrée à l'école polytechnique de Zurich, qui est en Suisse donc, qui est beaucoup plus libérale, et on peut y entrer sans avoir le bac. Einstein a 16 ans, 15-16 ans, il a 2 ans d'avance par rapport à l'âge normal des candidats, mais il va se préparer à ce concours en autodidacte. Et au mois de mai 1895, il a une idée assez claire de ce à quoi il voudra consacrer sa vie. Et il écrit une lettre à l'un de ses oncles dans laquelle il explique, c'est une lettre qu'on peut lire à Berne au musée Einstein, qui est rédigée en caractère gothique. Et Einstein explique toutes les questions, énonce la liste de toutes les questions qui vont l'intéresser plus tard. Et la plupart de ces questions portent sur la lumière. Comment est-ce que la lumière se propage dans l'espace? Quelle est sa nature, etc. Et il invente dans ce texte ce qu'on appelle une expérience de pensée. Et l'expérience de pensée, ce n'est pas une expérience intellectuelle où on se met à penser. C'est on fait l'hypothèse
qu'une certaine théorie est vraie, et on regarde dans des situations qu'on ne peut pas réaliser concrètement, mais qu'on peut imaginer, ce que cette théorie impliquerait dans la situation qu'on a imaginée. Et il y a une question qu'il pose là dans ces lettres qui est assez incroyable. C'est une question d'enfant. Il dit ceci: qu'est-ce qui se passerait si de la lumière était capable d'émettre de la lumière? Quand je dis que c'est une question d'enfant, je ne dis pas que c'est une question que tous les enfants se posent. D'accord ? Ils sont faux de beaucoup. Mais c'est une question, si vous êtes un parent et que votre enfant vous pose cette question, vous lui demandez, il y a un risque assez fort que vous lui disiez d'aller jouer. Parce que le truc est le suivant. La lumière va à la vitesse de la lumière. Si la lumière émet de la lumière, quelle est la vitesse de la lumière émise? D'habitude, on ajoute les vitesses. Si vous marchez sur un tapis roulant, votre vitesse par rapport au sol immobile, c'est la vitesse du tapis roulant plus votre vitesse sur le tapis roulant. Donc si la lumière émet de la lumière, et si la loi d'édition des vitesses joue comme d'habitude, la vitesse de la lumière émise, ça sera 2 fois la vitesse de la lumière. Très bien. Oui, mais si la lumière émise émet de la lumière, quelle est la vitesse de la lumière émise par la lumière émise? Ça va être 3 fois la vitesse de la lumière, puis 4, puis 5, bref. Il comprend que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, on peut fabriquer un escalier cinématique vers l'infini. Et si la lumière émet de la lumière, il doit y avoir de la lumière de vitesse infinie. Or, la lumière va à la vitesse de la lumière. On dit, c'est bizarre, il y a un truc. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris. Il passe le concours de l'école polytechnique. Ça se passe très bien en maths et en physique. Ça se passe très mal dans les disciplines où il faut apprendre par cœur. Géographie, histoire, langues anciennes. Et donc, il n'est pas reçu. Mais certains examinateurs ont remarqué quand même ses qualités, ses compétences en physique, et lui recommandent de se perfectionner dans les autres disciplines pour passer le concours l'année suivante et l'obtenir. Et il va donc passer une année dans une petite ville suisse qui s'appelle Aarau pour passer sa maturité, son baccalauréat. Et il va y passer 1 an. Reprendre goût aux études, parce que là-bas, l'enseignement est beaucoup plus libéral. C'est même des méthodes pédagogiques très, très innovantes, comme on dirait aujourd'hui. On part des questions des élèves. Le directeur de l'école s'appelle Jost Winteler. C'est un type remarquable qui est linguiste, ornithologue, ça existe. Il s'occupe des oiseaux. Il l'emmène faire des randonnées dans les Alpes. Et puis surtout, il a une fille qui s'appelle Marie, dont Einstein tombe amoureux. Donc il passe une très très belle année à Aarau. Et il continue à réfléchir à cette histoire de lumière. Et il invente une nouvelle expérience de pensée dans laquelle il va mettre en scène son propre corps. Ce qui sera une grande marque, une sorte d'originalité d'Einstein, c'est quand il fait des expériences de pensée, et vous verrez, je donnerai des exemples encore plus éclairants par la suite, il met en scène son corps. Il se met dans l'expérience. Et ça, personne avant lui ne l'avait fait. Même Galilée, quand il fait des expériences de pensée, il en est l'inventeur, ne procède pas de cette façon. Et donc, à 16 ans, élève de terminale, Einstein se pose la question suivante: qu'est-ce qui se passerait pour moi si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? D'accord ? Alors, la réponse est assez simple. La lumière est faite d'ondes électromagnétiques, c'est ce qu'on pense à l'époque. On pense qu'elle ne se propage pas dans le vide. C'est un phénomène ondulatoire qui donc fait vibrer quelque chose sur son passage. Et la chose que la lumière fait vibrer sur son passage, c'est ce qu'on appelle l'éther luminifère. L'éther qui porte la lumière. Et Einstein se dit, finalement, si la lumière est une onde électromagnétique, être à cheval sur un rayon lumineux, c'est être à cheval sur une onde électromagnétique. Donc c'est être un peu comme un surfeur qui est installé sur la crête d'une vague. Le surfeur avance avec la vague, ce qui veut dire que par rapport à lui, la vague qui est devant lui est immobile, et la vague qui est derrière lui est immobile également. Donc quand vous faites du surf, les vagues qui vous entourent vous apparaissent immobiles, vous êtes dans un système d'ondes stationnaires. Donc si vous êtes à cheval sur un rayon lumineux,
vous voyez une onde électromagnétique stationnaire. Vous voyez des bosses là, devant vous, derrière vous, qui ne bougent pas par rapport à vous, puisque vous avancez avec elles. Et Einstein, à 16 ans, il sait déjà, parce qu'il a des bonnes lectures, qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations de Maxwell qui décrivent la propagation de la lumière. Et donc il se dit, mais la situation que j'ai imaginée, où je vois de la lumière immobile, est une situation dont les équations de Maxwell me disent qu'elle est impossible. Donc de deux choses l'une. Ou bien cette situation que j'ai imaginée est vraiment impossible. Non, je n'ai pas préparé de transparent parce que je n'avais pas le titre. Ou bien cette situation que je suis capable d'imaginer est une situation impossible. Je peux la penser, mais je ne peux pas la réaliser. Ou bien je peux la penser et la réaliser, ce qui veut dire que les équations de Maxwell sont fausses. Ça, c'est 1895. Après, c'est évidemment long à raconter, mais il va trouver la solution, la réponse à ces deux questions en 1905. Il rentre au Polytechnique de Zurich, après son année, sans même passer le concours d'ailleurs. Il passe 3 années, 4 années à suivre ses études. Il est très fort, mais un peu pénible pour les profs. Il pose des questions, il refuse les arguments d'autorité, il sèche des cours. Le professeur qui l'avait vraiment encouragé lorsqu'il a passé le concours la première fois, il s'appelait M. Weber, l'a pris en grippe parce qu'Einstein l'appelait M. Weber et non pas professeur Weber. Et sortant de l'école, il n'a eu aucune lettre de recommandation qui lui aurait permis d'obtenir un poste universitaire. Donc il sort de l'école et il n'a pas de poste. En plus, il est tombé amoureux d'une étudiante qui est enceinte, etc. C'est une vie un peu compliquée. Son père meurt, il l'aidait financièrement, il ne peut plus l'aider. Et donc Einstein est obligé de trouver un travail. Il pense à devenir assureur, puisqu'il a des compétences en physique statistique et les statistiques sont utilisées par les assureurs. Et donc il cherche un métier de ce côté-là. Et puis finalement, il obtient un poste à Berne, à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, bureau des brevets, où il entre en 1902. Il est complètement coupé du monde académique. Il n'a aucun lien avec le monde universitaire. Et d'ailleurs, dans mon enquête, j'ai découvert, à ma grande surprise, enfin, ce n'est pas une découverte personnelle, mais je me suis rendu compte d'une chose que j'ignorais, que l'âge auquel Einstein a rencontré pour la première fois de sa vie un physicien théoricien, c'est 30 ans. Quand il a été invité en 1909 à Salzbourg à un colloque international de physique, on lui a demandé de faire une conférence. Il avait 30 ans. Il n'en avait jamais vu auparavant. Bon. Donc il est à Berne, il examine des brevets proposés par les ingénieurs, notamment pour la synchronisation des horloges, et il s'épanouit beaucoup, il adore ça. Il dira même plus tard que s'il avait été à l'université, il aurait été soumis à la pression de la publication. Il n'aurait pas eu le temps de réfléchir. Et en fait, les brevets qu'il étudiait parlaient beaucoup d'électromagnétisme. Il était vraiment celui qui avait le mieux compris la théorie, vu même ses contradictions. Et on peut même défendre l'idée, qui a été d'ailleurs proposée par un certain nombre d'historiens, que c'est grâce au fait qu'il travaillait à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle qu'il a pu avoir les idées qui vont le mener à la théorie de la relativité. Et en fait, en 1905, qu'on appelle l'année miraculeuse de la physique, ce gars qui n'a jamais rien publié, qui n'a pas de thèse, qui est complètement inconnu du monde académique, va proposer à la même revue, une revue allemande, à l'Annalen der Physik, 5 papiers, entre le mois de mars 1905 et le mois de septembre. Chaque papier porte sur un sujet différent des autres. Et chaque papier apporte la révolution dans un champ donné de la physique. Il y a un papier sur l'effet photoélectrique, où Einstein fait l'hypothèse de l'existence de ce qu'on appellera le photon. Il y a un papier sur le mouvement brownien qui va permettre de démontrer expérimentalement l'existence de l'atome. Il y a un papier sur les dimensions moléculaires, en avril. Au mois de juin, il y a l'article fameux qui contient ce qu'on appellera plus tard la théorie de la relativité restreinte. Papier absolument incroyable, qui est rédigé comme un brevet d'ailleurs.
Einstein parle à la première personne, ce qu'on ne fait pas dans les articles de physique, mais qu'on fait dans les brevets. Il n'y a pas de référence. À la fin, il remercie son ami Michele Besso qui l'a aidé à réfléchir, mais il n'y a pas de référence. C'est un papier vraiment que je vous recommande parce qu'il est facile à lire. Tous les calculs sont en annexe et l'argumentation est incroyable. D'ailleurs, j'aimerais bien voir a posteriori la tête qu'ont dû faire les membres du référé de la revue, voyant que dès la page 2, Einstein pose des questions mais incroyablement naïves. Par exemple, il se pose la question, qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare? Et il répond, ça veut dire que la petite aiguille de ma montre pointe sur le chiffre 7 au moment où le train arrive à quai. Merci, monsieur Einstein. Grâce à vous, on sait ce que veut dire l'heure, etc. Deuxième question. Qu'est-ce que je veux dire si je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare, si je ne suis pas à la gare? Déjà, ça se complique, parce que comment... Il faut qu'il y ait une information qui me vienne. Quelle est la vitesse à laquelle cette information m'est transmise? Si le train arrive à 7 heures à la gare, moi je ne suis pas à la gare, il faut que l'information me vienne. Donc, quand je reçois l'information, est-ce qu'il est encore 7 heures à la gare? On voit que c'est compliqué. Troisième question. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare, si je suis en déplacement par rapport à la gare? Là, tout le monde est mort. Là, il y a 3 questions toutes bêtes, et à la fin, il n'y a plus personne. Et en fait, il y avait un problème, là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ou alors je vais le faire de façon caricaturale. J'ai parlé de l'éther. L'éther luminifère. Les gens avaient compris que la lumière fait des interférences, donc elle est vibratoire, ondulatoire, et donc il y a un milieu qui la transporte. C'est comme le son c'est des ondes acoustiques, il y a une pression de l'air qui se propage, et si vous retirez l'air, il n'y a plus de son. Le son ne se propage pas dans le vide. Et donc il y avait l'idée que pour qu'un phénomène ondulatoire se propage, il faut qu'un milieu porte ce phénomène. Et donc l'éther luminifère, il n'y a pas un seul physicien qui doute de son existence au XIXe siècle, mais petit à petit on s'est posé la question, quelles sont les propriétés physiques de l'éther? Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est élastique? Est-ce qu'il est pesant? Etc., etc. Et à partir d'une étude basée sur les théories de Maxwell, on en vient à dire que finalement l'éther n'a pas de propriété. Il n'est pas solide, il n'est pas élastique, il est un peu comme l'espace. C'est une sorte d'espace. Sauf que il doit être absolument immobile. Et donc l'éther, c'est un truc qui correspond à un référentiel de référence absolument immobile. Mais si l'éther est immobile, ça veut dire que les objets dans l'univers sont mobiles par rapport à lui, notamment la Terre. La Terre tourne autour du Soleil, donc elle doit avoir une certaine vitesse par rapport à l'éther. On commence à faire des expériences pour mesurer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. On trouve 0. Bon, on se demande si c'est vrai, etc. Il y a des discussions. Mais il y avait un autre problème qui est que ce statut de l'éther, qui encore une fois n'était absolument pas discuté, entrait en contradiction directe avec l'autre pilier de la physique de l'époque, qui était la mécanique de Newton. Et la mécanique de Newton, l'électromagnétisme. L'électromagnétisme, c'était la lumière, la chimie, etc. La mécanique, c'est la mécanique céleste, la mécanique du point matériel, c'est l'ingénierie, etc. Et un des 3 principes sur lesquels s'appuie la mécanique de Newton, c'est ce qu'on appelle le principe de relativité. Que dit le principe de relativité? Que le mouvement, c'est la phrase de Galilée, le mouvement est comme rien, et l'immobilité est un mouvement partagé. Par exemple, moi je suis immobile par rapport à vous, ça ne veut pas dire qu'on est immobile. Je ne vous dis pas la vitesse à laquelle on est en train tous de se propager dans l'espace du fait de la rotation de la Terre sur elle-même et de la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc là, on va à toute vitesse, en fait, mais on y va ensemble,
Donc on a l'impression d'être immobile. Et vous voyez, quand je dis le mouvement est comme rien, ça veut dire que tous les référentiels, en déplacement les uns par rapport aux autres, sont équivalents. Et donc, je peux tout à fait dire que notre référentiel, cette salle de conférence, est un référentiel absolument immobile. Mais un autre référentiel en déplacement par rapport à nous pourra dire la même chose de lui. Or, nous apparaîtrons mobiles par rapport à lui. Donc, si le principe de relativité est vrai, il n'existe aucun référentiel dont vous puissiez dire qu'il est absolument immobile. C'est tout bête. On peut toujours dire qu'il est immobile, mais il ne l'est pas dans l'absolu, puisqu'il est mobile par rapport à un autre référentiel qui a le même statut que lui. Okay. Et donc, à partir de 1895, on comprend qu'il y a un problème avec l'éther, parce que son statut contredit la mécanique. Alors les physiciens, quand on dit les physiciens, il ne faut pas imaginer comme aujourd'hui 10 000 équipes au CNRS, financées par l'ANR. Non, non, c'est quelques gars comme Poincaré, Lorentz et quelques autres qui s'intéressent à ça. Mais ils sont tellement sûrs de Newton, ils sont tellement convaincus que Newton a raison, qu'ils essaient de faire plier l'électromagnétisme pour qu'il soit conforme au principe de la mécanique. À l'époque, on avait des équations qui montraient que quand un corps se propage dans l'espace, il se contracte. Les gens disaient que c'est l'éther qui impose une force sur les corps qui contractent leur dimension dans le sens du mouvement. Et donc, voilà. Et en 1905, en fait ça a été préparé par Einstein bien avant, on trouve des lettres de lui à Mileva, sa femme, dès 1899, où il pose la question de l'éther, trop de paradoxes. Et dans l'article de 1905, il dit « L'éther nous pose des problèmes. Je proclame la mort de l'éther et les problèmes qu'il pose disparaissent. » Une phrase incroyable, hein. Il supprime l'éther, ce qui a des conséquences incroyables. Ça a la conséquence que la lumière se propage dans le vide. La vitesse, la lumière, c'est plus le mode de vibration d'un milieu particulier qui serait l'éther. La lumière devient une entité physique autonome qui n'a pas besoin de support pour se propager. Elle se propage dans le vide. Incroyable. Elle fait d'ondes électromagnétiques, etc. Et évidemment, il reprend le principe de relativité de Galilée, le mouvement est comme rien, mais il l'adapte au fait qu'il comprend que la vitesse de la lumière est un absolu. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière est la même quelle que soit la vitesse de la source qui émet cette lumière, et quelle que soit la vitesse de l'observateur qui mesure cette vitesse. Autrement dit, quand une étoile vient vers nous, quelle que soit sa vitesse propre, la vitesse de la lumière émise par cette étoile que nous mesurons aura toujours la même valeur. Même si une étoile s'approchait de nous à une vitesse proche de celle de la lumière, la vitesse de la lumière que nous recevons d'elle serait toujours égale à la vitesse de la lumière. Donc juste pour dire que la théorie de la relativité, ce n'est pas une théorie qui dit que tout est relatif, c'est une théorie de l'absolu. C'est une théorie qui vous dit quelles sont les grandeurs qui ne changent pas quand vous changez de référentiel. Okay. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est normal, je n'ai rien préparé, mais je voulais dire, oui, la vitesse de la lumière est un absolu, et le seul fait de le dire, et c'est ce qu'il va développer dans l'article, change complètement la nature, plutôt le rapport mutuel entre l'espace et le temps. Chez Newton, la séparation entre l'espace et le temps, elle est universelle. L'espace, c'est ce qu'on mesure avec des règles, je vous l'ai dit, les durées, c'est ce qu'on mesure avec des montres. Très bien. Donc la séparation entre les deux, elle est parfaitement nette. Et Newton pensait que pour un observateur en déplacement par rapport à nous, la séparation serait la même. Et ce qu'implique la théorie d'Einstein, c'est que ce n'est pas vrai. Pour un observateur qui est en déplacement par rapport à nous, il y a une partie de ce qu'on appelle l'espace qui pour lui sera de la durée, et une partie de ce qu'on appelle la durée qui pour lui sera de l'espace. Et donc ce qui est relatif, c'est la ligne de séparation entre l'espace et le temps. C'est-à-dire que l'espace, c'est comme le temps, ce n'est pas une fusion. C'est simplement que la séparation dépend
de la vitesse de l'observateur par rapport au phénomène dont on parle. Donc ça, c'est la théorie de la relativité restreinte de 1905. Ensuite, cédant aux pressions de sa femme, il finit par accepter de partir en vacances. En fait, il est rincé, hein, il est épuisé, il part en vacances, mais comme il perd jamais le fil de ses idées, il continue à réfléchir, et au mois d'août, alors qu'ils sont en voyage en Serbie, qui était le pays de Mileva, son épouse, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand un corps émet de la lumière. Par exemple, un corps qu'on chauffe, un radiateur. Un radiateur, il émet de la lumière invisible, infrarouge. Puis si vous montez la température, au-delà de celle d'un radiateur, vous avez de la lumière visible et puis de la lumière ultraviolette. Donc un corps qu'on chauffe émet de la lumière. Bon. La lumière n'a pas de masse. Donc un corps qu'on chauffe, il rayonne de l'énergie, donc il en perd. Mais comme il rayonne de l'énergie sous une forme qui n'a pas de masse, il perd de l'énergie sans perdre de masse. Ok ? Ça, c'est le raisonnement habituel. Mais ce que montre Einstein dans le papier qu'il va publier en septembre 1905, qui est en fait une annexe de l'article de juin, un tout petit papier. C'est vraiment une annexe. Il fait un petit calcul et il montre que si on croit au principe de conservation de l'énergie, et si on croit au principe de relativité qu'il a énoncé sous sa nouvelle version dans l'article de juin, alors un corps qui perd de la lumière, c'est-à-dire qui perd de l'énergie en émettant des corps qui n'ont pas de masse, ce corps, du fait qu'il perd de l'énergie, perd de la masse, même si les entités qu'il envoie dans l'espace n'ont pas de masse. Autrement dit, on perd de la masse, même quand on perd pas de masse. D'accord ? On perd de la masse du seul fait qu'on perd de l'énergie. Et en fait, si vous perdez une énergie grand E, ben la masse que vous perdez, c'est cette énergie grand E divisée par le carré de la vitesse de la lumière. E égale mc2. Et en fait, cette formule, Einstein n'est pas le premier à la trouver. Il y a sans doute d'autres physiciens qui l'ont écrite tellement elle est portée par les équations de Maxwell. En fait, Einstein n'a inventé aucune des formules de la relativité restreinte. Par contre, il est le seul à les avoir comprises. Et dans cet article, que je trouve incroyable, celui de septembre, à la fin, il dit, cette formule-là, c'est pas E égale mc2 parce qu'il y avait d'autres notations à l'époque. Donc si vous voyez l'article, vous verrez que vous ne verrez pas E égale mc2, vous verrez d'autres formules et d'autres lettres. Mais il dit, cette formule pourrait, et même doit, demeurer vraie, même si aucune lumière n'est mise en jeu dans le processus par lequel un corps perd de l'énergie. Ça, c'est dingue. D'accord ? Le C, d'où il vient ? Le C, il vient du fait qu'il a modélisé par un calcul la lumière émise par le corps. Donc il y a C qui intervient là. Et il dit, même s'il n'y a pas de lumière, il y a quand même E égale mc2. Mais c'est toute une phrase. Cette phrase, elle change complètement le statut physique de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière n'est plus la vitesse de la lumière seulement, ça devient une constante universelle de la physique qui agit même quand aucune lumière n'est présente dans le processus que l'on décrit. Dernière phrase de l'article, qui fait une page et demie. Les sels de radium récemment découverts par Madame Curie pourraient en apporter la preuve. Hein, quand il y a de la radioactivité, il n'y a pas émission de lumière, sauf si c'est de la radioactivité gamma, mais pour alpha et bêta, un corps émet des particules massives. Il n'y a pas de lumière. Et pourtant, quand on fait le bilan d'énergie, on doit tenir compte de l'énergie de masse des corps en présence, donc de E égale mc2, et la vitesse de la lumière se retrouve là alors même qu'il n'y a aucune lumière dans le processus. Ça, c'est les 5 papiers d'Einstein. Donc personne ne comprend comment une personne seule, coupée du monde académique, a pu, en si peu de temps, alors que ce n'était pas son métier, les produire en... Bon. Sauf que dans l'avion, j'ai lu un article, un livre d'un historien qui vient de publier aux éditions du CNRS un livre qui s'appelle Quand Albert devint Einstein, où il essaie de montrer comment les différentes idées qui se trouvent dans ces articles ont germé au cours du temps dans les années qui ont précédé. Ça ne veut pas dire qu'il explique le génie d'Einstein,
C'est qu'il explique comment son raisonnement s'est organisé au gré des rencontres, des lectures, des problèmes qui se posaient à l'époque, de l'électrification de l'Europe à l'époque, qui faisait qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui s'intéressaient à ces questions de lumière et d'électricité. Et puis, Einstein s'attend à ce que ces papiers provoquent des réactions. Donc il achète les numéros ultérieurs de la revue, pour qu'il n'y ait aucun commentaire. Il commence à désespérer, il a une vraie crise de désespoir, avec l'impression que ses idées sont ignorées et qu'il va finir comme un poète maudit. Puis au mois de janvier 1906, il reçoit une lettre de Max Planck. Max Planck, grand physicien, Académie des sciences de Berlin, grande figure, qui félicite Einstein tout en émettant des doutes sur la relativité, et surtout sur les quantas de lumière, les photons, dont il était pourtant celui qui les avait installés dans des calculs en 1900. Ce qui prouve la grande ouverture d'esprit de Max Planck. Il était très, très opposé à Einstein sur son tempérament, il était nationaliste, très patriote, Einstein pas du tout. Mais Max Planck, qui était l'aîné d'Einstein, a reconnu la marque du génie et lui a écrit une lettre d'encouragement. C'est un peu comme si en 1964, Herbert von Karajan avait envoyé une lettre de félicitation à Mick Jagger. Pour vous donner le... Non mais c'est vraiment... c'est un geste assez incroyable. Mais ça ne va pas suffire. Einstein continue à travailler à l'Office des brevets. En 1907, il y est encore. Il était expert de 3e classe, il passe à expert de 2e classe. Non pas parce qu'il a fait des articles qui méritaient le prix Nobel, mais parce qu'il travaille bien. Et son patron lui donne un petit avancement. Et en 1907, il fait une autre expérience de pensée. À Berne, à l'époque, on parlait beaucoup d'un couvreur qui avait fait une chute du toit d'un immeuble et qui s'en était sorti presque sans blessure en tombant dans une botte de foin, un peu comme dans les films. Et à cette époque-là, Einstein travaillait sur un mémoire que lui avait demandé un physicien allemand qui s'appelle Stark, qui lui avait demandé d'écrire un article de synthèse sur la relativité. Et Einstein, en le rédigeant, comprend qu'il y a un problème avec la gravitation. Parce que dans la gravitation de Newton, telle que Newton la comprend, la gravitation c'est une force instantanée. Vous mettez une masse ici, une masse là, et dès qu'elles sont mises en présence, il y a une force attractive qui attire l'une vers l'autre. Donc, la gravitation est une force qui se transmet à une vitesse infinie. Or, la théorie d'Einstein implique qu'il existe une vitesse limite pour la propagation des masses et de l'information. Donc, il se rend compte que la gravitation pose un problème avec la relativité, et c'est en rédigeant ce mémoire qu'il en prend conscience. Et c'est aussi le moment où il y a cette affaire du type qui est tombé d'un immeuble. Et au mois de novembre 1907, Einstein rentre de déjeuner, comme chaque jour, et il fait sa petite sieste sur son tabouret. Ce n'est pas des vraies siestes, c'est ce qu'il appelle des rêves semi-éveillés. Donc il fait une petite pause digestive, il ferme les yeux, il laisse son esprit partir, dans une sorte d'endormissement, mais il le maintient sous contrôle. Et il peut voir où ses idées le mènent lorsque il lâche un peu prise, comme on dit aujourd'hui. Et ce jour-là de novembre, il le racontera plus tard, il a l'idée la plus heureuse de sa vie. Il suffit de lire, j'ai eu ce jour-là l'idée la plus heureuse de ma vie. 2 points. J'ai compris qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids. Point. Cela me fit une grande impression, virgule, qui me mena, quelques années plus tard, vers une nouvelle théorie de la gravitation. Ça, c'est quand même un truc incroyable, parce que ce que Einstein comprend en mettant en scène son corps, c'est quelque chose que n'importe qui aurait pu comprendre avant lui. Autrement, il n'a pas fait une découverte. Mais il a mis son corps dans une situation telle qu'il a compris les implications de la théorie de Newton. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Imaginons que je tombe en chute libre. Quelle est la cause de ma chute? Mon poids. C'est mon poids qui me fait tomber. Donc la chute est un effet de la cause qui est mon poids. Et maintenant, pendant que je tombe,
Si je prends un objet qui tombe avec moi, par exemple mon portefeuille, je le lâche. Galilée a démontré, on en a parlé cet après-midi, que tous les corps tombent à la même vitesse. Donc, ce portefeuille, il tombe exactement à la même vitesse que moi. Donc, par rapport à moi, il ne tombe pas. Donc, il est en apesanteur. Et là, je dis, c'est bizarre ça. La cause de ma chute, c'est mon poids, et l'effet produit par cette cause annule mon poids. C'est-à-dire, quand je tombe, je suis en apesanteur, alors même que c'est l'apesanteur qui me fait tomber. C'est quoi ce bazar? Et en fait, vous voyez bien que ça ne marche que si le portefeuille est près de moi. À ce moment-là, nos trajectoires vont vers le centre de la Terre. Si le portefeuille il tombe loin de moi, il est loin de moi, il va avoir une trajectoire par rapport à moi qui ne sera pas parallèle. Il ira vers le centre de la Terre, comme moi, mais on aura des trajectoires qui seront légèrement inclinées. Donc, ce que je viens de dire là, c'est local. Et Einstein publie en 1907 un truc incroyable qu'il appelle le principe d'équivalence. À partir de cette expérience de pensée, il dira plus tard qu'en fait, il avait une pensée musculaire. On va lui demander à la fin de sa vie comment lui donner les idées. Il disait c'est musculaire, c'est-à-dire je pense sans mots, sans images, mais avec mon corps. C'est mon corps qui me renseigne sur ce que je dois ressentir dans telle ou telle situation. Et ensuite, c'est tout un travail de convertir cette sensation imaginée en mots, en équations, etc. Et donc le principe d'équivalence, il dit qu'il y a une équivalence entre la gravité et l'accélération. C'est-à-dire qu'une accélération peut mimer la gravité et elle peut aussi annuler la gravité. Alors pour le dire en termes plus concrets, imaginons que je sois dans une cabine d'ascenseur, sans fenêtre, aucun moyen de voir l'extérieur, qui est posée là dans cette salle immobile par rapport au sol. Donc je suis dans le champ de gravité terrestre. On me donne des objets de différentes masses, je les laisse tomber, je vois qu'ils vont vers le plancher, c'est la gravité qui en est responsable. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, cette cabine d'ascenseur, je la mets loin de tout objet massif, dans le vide interstellaire, pas de champ de gravité. Donc il n'y a aucune gravité présente. Simplement, cette cabine, elle est accélérée dans une certaine direction par un super-héros qui la tire avec une accélération qui est égale à l'accélération de la pesanteur. Donc la cabine, elle est accélérée, j'ose pas dire vers le haut parce qu'il n'y a pas de gravité, mais elle est accélérée dans une certaine direction, et dedans, je mets un physicien à qui je donne des objets de différentes masses. Et ce que dit Einstein, son principe d'équivalence, c'est qu'il n'existe aucune expérience que pourrait faire le physicien qui lui permettrait de savoir s'il est dans la première situation, c'est-à-dire immobile dans un champ de gravité statique, ou bien s'il est dans la seconde situation, c'est-à-dire hors de tout champ de gravité, mais accéléré avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur. Donc cette accélération mime parfaitement la gravité. C'est équivalent. Et évidemment, cette équivalence, il faudrait que les lois physiques la traduisent. On peut la constater à partir des équations de Newton comme une conséquence des équations de Newton. Mais l'idée d'Einstein, c'est d'aller plus loin et d'en faire le point de départ d'une nouvelle théorie de la gravitation. En 1900, je vais un peu vite, hein, je suis désolé, mais quelle heure est-il? Bon, il est 8 heures quand même. Donc je vais conclure. Mais juste la dernière, en 1909, enfin, il a un poste. À Prague. Il y a une université allemande à Prague. Bon, la ville est un peu divisée, il y a les Tchèques, les Allemands, ça ne se passe pas très bien, mais lui est nommé à l'université allemande, qui existe encore, et Einstein retravaille sur la gravitation parce qu'il a commencé à s'intéresser à la physique quantique et ça le désarçonne complètement, qu'il veut changer les idées. D'ailleurs, son bureau donne de l'autre côté de la rue, sur un endroit bizarre, où il voit des gens qui se promènent le matin, c'est des hommes, un peu agités parfois, qui se querellent, puis l'après-midi, c'est des femmes. Et on finit par lui expliquer que c'est un asile psychiatrique, qui existe encore d'ailleurs, mais qui est ouvert au public. Et quand un de ses amis, Philippe Franck, vient lui rendre visite, il lui explique la situation,
et il dira « Ce sont les seuls fous que je connaisse qui ne s'intéressent pas à la physique quantique. » C'est-à-dire qu'à quel point, dès 1909, il était perturbé par les histoires de dualité de corpuscules, etc. Mais là, il habite dans un immeuble tout neuf, électrifié, dans lequel il y a un ascenseur électrique. Et là, il va faire une expérience de pensée absolument incroyable. Parce que cet épisode de Prague qui dure 16 mois, les biographies d'Einstein en parlent très très peu. Comme si ça n'avait pas existé, alors qu'il a eu des idées essentielles là-bas. Il a publié 11 papiers. Ça avait vraiment été une période incroyable. Et l'expérience de pensée est la suivante. Je suis dans l'ascenseur de la deuxième situation. Donc, accéléré, dans le vide, en dehors de tout champ de gravité. Okay, je suis debout sur ce que j'appelle le plancher. Okay, et il y a un faisceau lumineux qui va rentrer dans la cabine d'ascenseur, parallèlement au plancher, par la paroi de gauche, de ma gauche. D'accord, la lumière entre. Okay. La vitesse de la lumière est finie. Ce qui veut dire que la lumière met un certain temps pour traverser la cabine. Pendant ce temps, la cabine qui est accélérée se déplace vers le haut. Donc, le point d'impact de la lumière sur la paroi de droite n'est pas en vis-à-vis du point d'entrée. Donc, moi qui suis dans la cabine, ce que je vois, c'est de la lumière qui est courbée. D'accord ? Et cette courbure est liée à la dynamique de l'ascenseur, à son accélération. Donc, quand je dis ça, j'ai rien découvert. Je prends acte de ça. C'est un phénomène classique qui sans doute a été pensé par d'autres qu'Einstein avant. C'est tout bête. Et maintenant, l'argument qui tue. Principe d'équivalence. Ce que je vois dans la seconde situation, c'est la même chose que je vois dans la première. Donc, si l'ascenseur est immobile sur la Terre, dans le champ de gravité terrestre, je verrai de la lumière courbée. Non pas par l'accélération, puisqu'il n'y en a pas, mais par la gravité. Donc la lumière, qui n'a pas de masse, est quand même courbée par la gravitation. Ça, c'est incroyable, c'est une conséquence du principe d'équivalence. Comment vérifier que c'est vrai ? Pas avec des ascenseurs, la vitesse de la lumière est trop grande. Et donc Einstein a une idée, c'est que on pourrait le vérifier grâce à une éclipse totale du Soleil. Parce que quand il y a une éclipse totale du Soleil, quand il n'y a pas d'éclipse, le Soleil nous aveugle, et on ne peut donc pas voir les étoiles fixes qui sont dans sa direction. Par contre, quand il y a une éclipse totale, la Lune, qui a le bon diamètre, vous avez remarqué, le diamètre apparent de la Lune, pile poil le diamètre apparent du Soleil, donc la Lune cache le Soleil, qui ne nous aveugle plus. Du coup, on peut voir les étoiles fixes qui sont dans la direction du Soleil. Maintenant, supposons qu'Einstein a raison. C'est-à-dire que la lumière émise par les étoiles fixes va être courbée par le Soleil. Donc elle va avoir une trajectoire comme ça, et nous qui sommes ici, nous regardons la lumière, et nous pensons que, par extrapolation, que l'étoile fixe qui a émis cette lumière est dans le prolongement de la lumière qui nous arrive. Et donc on aura une mesure de la position qui sera différente de la vraie. Et donc on pourra comparer la position des étoiles fixes quand le Soleil est dans la trajectoire à la position des étoiles fixes quand il n'y a pas le Soleil. Si c'est la même, c'est qu'il n'y a pas de courbure. Si c'est pas la même, c'est qu'il y a une courbure. Et donc Einstein, il lance un appel aux astronomes. Et le premier qui va répondre, il s'appelle Freundlich. C'est un jeune gars de Potsdam, de l'observatoire de Potsdam. Et il monte une expédition avec des collègues, il rassemble du matériel pour aller faire une mesure lors de la prochaine éclipse totale du Soleil qui est visible depuis l'Europe et qui est annoncée pour le mois d'août 1914. En Crimée. Ça, c'est pas une idée géniale. En Crimée, la guerre éclate. Les soldats du Tsar, oui, parce qu'à l'époque, la Crimée était russe. Il y a des cycles. Les soldats du Tsar arrêtent tout le monde, mettent Freundlich en prison, confisquent le matériel, et la mesure n'est pas faite. Ensuite, ils seront échangés contre les prisonniers russes, mais la mesure n'est pas faite.
Ce qui est peut-être la seule bonne nouvelle liée à la déclaration de la Première Guerre mondiale. Parce qu'Einstein avait calculé la valeur de la déviation qu'il devait mesurer. Il n'avait pas les bonnes équations. Et son calcul était faux. D'un facteur 2. C'est-à-dire que s'ils avaient fait la mesure, ils auraient démontré un autre résultat que celui calculé par Einstein. En fait, un peu plus tard, Einstein va comprendre qu'il ne s'en sortira pas avec une géométrie euclidienne. Il faut une géométrie courbe, non euclidienne, comme il a séché les cours de maths à Zurich. Quand il était là avec son ami Grossman qui prenait les notes à sa place. Il démissionne de son poste à Prague, retourne à Zurich pour collaborer avec Grossman. Et ensemble, ils vont trouver des équations, etc., qu'Einstein va publier en 1915, qui sont les bonnes équations de la relativité générale, qui prévoient la bonne valeur pour la déviation des rayons lumineux. Et en 1919, un astronome anglais qui s'appelle Eddington, qui est Quaker, et donc il refuse de porter les armes. Le premier souci qu'il a après l'armistice, c'est lui, anglais, donc de la même patrie que Newton, il veut démontrer qu'un physicien allemand, donc appartenant à un pays avec lequel son pays était en guerre, avait raison contre Newton. Parce qu'il pense que la science va empêcher la guerre. Et donc il monte une expédition, en fait deux, dans l'hémisphère sud, lors d'une éclipse. La météo est très mauvaise, sauf pendant l'éclipse. Il arrive à mesurer. Si j'avais su de quoi je devais parler, j'aurais amené des transparents. Il y a un cliché qui montre la position des étoiles fixes mesurées par Eddington. Et il trouve la bonne déviation, enfin avec des incertitudes qui sont quand même... il fallait y croire, disons. Il envoie une carte postale à Einstein, il reproduit le petit schéma qu'il a pu obtenir à partir des mesures qu'il a faites. Einstein est en cours, on vient l'interrompre pour lui apporter le télégramme, il le lit à voix basse, il comprend, il le lit à voix haute devant tout le monde, acclamation. Et en fait, il n'était pas surpris, il était sûr d'avoir raison. Et pour célébrer l'événement, il s'est offert un nouveau violon. Voilà, je m'arrête. Alors, quel est le titre? Il y a des propositions de titres? Parce que là, je sais qu'il y en a. Il y en a d'autres avant? Une proposition? Non? Je vais lancer. Allez. J'en ai deux. Expérience de pensée selon Einstein. C'est quand même très... Pas mal. La deuxième, c'est à la recherche du temps d'Einstein. Je pense que la première proposition est plus fidèle. Mais Einstein, juste pour finir là-dessus, il pensait que l'esprit humain, s'il travaille bien, peut découvrir de par lui-même les lois physiques. Pas besoin d'expérience. Il suffit de bien raisonner. Et évidemment, ça lui a permis de faire ce que j'ai raconté. Et il y a d'autres moments où ça l'a perdu, par exemple sur la critique de la mécanique quantique. Il a été génial, mais en même temps, il avait trop confiance sur la capacité du cerveau à comprendre les lois physiques, à ce que devait être le monde, et sur la physique quantique, ça l'a trompé en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il pensait que le cerveau est compétent par ses propres forces, à condition d'être bien alimenté, en bonne question. Il est compétent pour comprendre le réel. Et on en parlait tout à l'heure, cet après-midi. Regardez la théorie d'Einstein de la gravitation, c'est celle qu'on utilise aujourd'hui quand on fait de la cosmologie, un siècle après. Avec toutes les données qu'on a recueillies depuis, cette théorie a résisté. Non seulement elle a résisté, mais elle a permis de prédire des nouveaux phénomènes, les ondes gravitationnelles, etc. Alors qu'à l'époque, il n'y avait aucune donnée. Il n'y avait aucune donnée d'astrophysique, on ne savait rien sur l'univers. Et c'est quand même assez remarquable que la théorie puisse précéder à ce point l'expérience. Il y a un siècle quand même entre la prédiction des ondes gravitationnelles et la détection. Un siècle. D'ailleurs, c'est un événement assez intéressant parce qu'Einstein croyait aux ondes gravitationnelles, fermement. Par contre, il était persuadé qu'on ne pourrait jamais les détecter. En revanche,
Il ne croyait pas aux trous noirs, qui sont pourtant des solutions de ces équations. Il n'y a jamais cru. Alors vous savez que les ondes gravitationnelles qui ont été détectées ont été produites par la fusion de deux trous noirs de 30 masses solaires il y a 1,3 milliard d'années. Ils ont fusionné, n'ont fait plus qu'un trou noir qui a vibré pendant 10 millisecondes. En vibrant, il a envoyé une onde gravitationnelle hallucinante qui a distordu l'espace-temps, se propager à la vitesse de la lumière et a traversé la Terre le 14 septembre 2015, en faisant vibrer la Terre, quoi. Et ça peut être détecté. Et alors, ce serait intéressant de faire revenir Einstein, de lui présenter tout ça, de lui expliquer qu'on a détecté les ondes gravitationnelles alors qu'il pensait qu'on ne pourrait jamais les détecter, et que leur structure démontre non seulement l'existence des trous noirs, mais aussi leur capacité à fusionner l'un avec l'autre. Ah, je pense qu'il serait tombé de sa chaise. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les ondes gravitationnelles, c'est ça qui est extraordinaire, elles ne sont pas déformées par la matière qu'elles traversent, contrairement à la lumière. Et donc, quand vous détectez leur spectre, vous avez la signature exacte de la source qui les a émises. Ce qui n'est pas le cas de la lumière. La lumière, en se propageant, elle perd la mémoire de sa source, parce qu'elle diffracte. Là, non. Vous avez une nouvelle astronomie qui vous permet de voir des objets qui n'émettent pas de lumière et qui sont signés dans le spectre même de l'onde. C'est un truc absolument incroyable. Je ne comprends pas qu'on n'en ait pas plus parlé. Même pendant la campagne présidentielle, personne n'en a parlé. Alors là, je donne le micro, Isabelle. La pensée musculaire, est-ce que vous avez vu ou corps et esprit, quelque chose comme ça. Vous voulez le micro? À propos de la pensée musculaire, à propos de la pensée musculaire, je pensais aussi à tous ces savants qui trouvent plein de choses en allant courir la montagne ou autre chose. Je pense à Philippe Guillemot aussi, c'est pareil. Oui. Moi je suis comme vous, je pense que la physique quantique est née en Europe, ne serait pas née en Europe si l'Europe avait été plate. Non, c'est vrai. Mais Einstein le premier, Einstein. Alors je ne l'ai pas dit, mais quand il était en Italie, et même après en Suisse, il a escaladé des montagnes très hautes, et il a écrit un très beau texte dans lequel il compare l'ascension d'une montagne à l'élaboration d'une nouvelle théorie. En expliquant que quand on escalade une montagne, évidemment, il arrive qu'on passe un col ou qu'on atteigne un sommet qui permet de voir le village, par exemple, dont on est parti. Simplement, le regard qu'on a sur ce village est complètement différent de celui qu'on peut avoir quand on est dedans. Donc on change de point de vue, on fait une sorte d'expérience de pensée physique. Et c'était ça son truc. C'est-à-dire qu'Einstein, c'est quelqu'un qui arrivait à imaginer les situations qui permettent de changer le point de vue qu'on a sur les phénomènes éclairés par les lois auxquelles on croit. Et ça a été d'une puissance absolument incroyable. Que font les Belges et les Flamands pour leur plat pays? Eh bien, c'est pas pour dire, mais quand vous regardez les pères fondateurs de la mécanique quantique, Schrödinger, Heisenberg, Fermi, Einstein, Dirac, qui a escaladé le mont Elbrus en 1936, notamment. Donc est-ce que c'était un effet culturel de leur éducation, ou est-ce que chercher des lois physiques, c'est aimer les arrêts défilés? Je sais pas. C'est un lien avec le lâcher-prise aussi. Mais je ne suis pas sûr qu'Einstein lâchait beaucoup prise. Il était tout le temps dans... Oui, je ne sais pas si c'est le lâcher-prise, mais quand il s'assied sur son tabouret, un livre... Oui. C'est ça que je veux dire. Oui. Oui, il méditait, ça c'est sûr. Oui, bonsoir, je vous apporte le micro. Bonsoir, madame. Est-ce que vous dites que Einstein ne se basait pas sur l'observation,
pour se poser des questions et trouver des solutions? Ou est-ce que ça lui venait de lui-même, en lui, par, je sais pas, par association d'idées, ou par, je sais pas, ou bien est-ce qu'il se basait quand même sur l'observation? Parce que pour moi, la physique, c'est se baser sur l'observation. Je ne suis pas du tout scientifique. Je disais, le physicien, pardon, se base sur l'observation. Le mathématicien, il va faire des calculs, et après, il va vérifier si les calculs sont cohérents par rapport à ce qu'il observe. Donc, comment faisait-il? En fait, Einstein, moi je crois que... Bon, il y a plusieurs phases dans sa vie, hein, mais dans les années dont je parle, les années, disons, européennes, c'est quelqu'un qui fait des allers-retours entre l'objet et sa représentation, entre le concept et l'objet. Il regarde les choses, et puis il essaie de voir en quoi elles correspondent ou pas à notre façon de les comprendre. Il fait des allers-retours comme ça. Mais il ne se base pas sur l'observation. Enfin, depuis Galilée, j'en parlais cet après-midi, l'observation, elle nous trompe toujours. C'est-à-dire l'observation des phénomènes nous fait toujours croire à des lois qui sont fausses. Par exemple, l'observation nous fait croire que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Ce qui n'est pas le cas. Donc elle nous trompe. Et Einstein a été bien conscient de ça. Et donc il était plutôt quelqu'un qui utilisait ce qu'il pouvait observer comme laboratoire critique des idées qu'on plaquait sur les choses. Je le dirais un peu comme ça. Mais après, il s'est surtout intéressé aux théories de grande unification. Et là, il ne s'est plus du tout intéressé à l'expérience. Il est parti un peu dans il est un peu parti dans le ciel, quoi. Mais c'est pas quelqu'un qui était méprisant pour l'expérience. D'ailleurs, quand il séchait les cours de maths, à Zurich, c'était pour faire des expériences au laboratoire, d'électromagnétisme. Et puis il a déposé beaucoup de brevets. Donc il était ingénieur aussi. Il a déposé un brevet pour mesurer il a fabriqué un voltmètre en 1907 qui permettait de mesurer les très basses tensions. Il a déposé un brevet sur des profils d'ailes d'avion qui ont été testés par l'aviation allemande pendant la guerre, sur un biplan. Les résultats n'ont pas été convaincants. Et Einstein, pour remercier les ingénieurs qui avaient travaillé sur ce sujet, leur a offert une conférence sur la relativité. Et puis surtout en 1925 à Berlin, quand il y avait, vous savez, tous ces morts à cause des frigidaires, des réfrigérateurs. Frigidaire, c'est une marque. Il y avait des fuites des gaz qui étaient utilisés, ou des liquides qui étaient utilisés, qui tuaient les gens. Et Einstein, avec Habicht, son copain, a déposé plusieurs brevets de réfrigérateurs, notamment l'un dans lequel il invente la pompe électromagnétique. Et puis il a inventé des appareils auditifs. Il a déposé une cinquantaine de brevets. Donc la réalité est trompeuse en fait. Il ne faut pas trop se baser dessus. On peut observer, mais après... La réalité, je ne sais pas, parce que c'est quand même ça le juge de paix. Mais l'observation et l'inférence à partir de l'observation, il faut s'en méfier. Bonsoir madame. Je voulais juste demander si vous confirmez que Einstein était dyslexique. Non, j'ai lu ça quelque part. Non, mais disons, dyslexique, c'est un mot que je n'ai pas trouvé. Par contre, il parlait, quand il a un retard de langage, ses parents étaient inquiets, mais c'est parce qu'en fait, il répétait les phrases dans sa tête avant de les dire. Et donc, on a l'impression qu'il ne parlait pas, en fait, il l'attendait avant de... Dans le sens où la dyslexie, s'il avait été dyslexique, pouvait permettre de se poser des questions que les gens qui n'ont pas de problème pour appréhender l'écriture et la lecture ne se posent pas, non? Je ne crois pas non, je crois pas. Il n'y avait pas de problème d'écriture ni de lecture. Et puis, bon, il y a plein d'anecdotes fausses qui traînent là-dessus. Par exemple, on dit dans beaucoup de livres qu'il ne parlait pas en bas âge. Et qu'en fait, la première fois qu'il a parlé, c'était un dimanche à table, déjeuner familial. Il a dit à son père, « Papa, est-ce que tu veux me passer le sel ?» Le père, qui l'entend pour la première fois, il lui donne le sel. Il dit, « Pourquoi tu as attendu tant de temps pour parler ?» Il a répondu, « Parce que jusqu'à maintenant, tout était parfait. » Non, mais il y a beaucoup de légendes, par exemple. Il y a la légende sur laquelle il était mauvais en mathématiques. Et
vous savez d'où vient cette légende? C'est un truc complètement débile, c'est que les systèmes de notation en Allemagne et en Suisse étaient inversés. Donc en Allemagne, on note de 1 à 6, et 6 c'est la plus mauvaise note. Et en Suisse, on note de 1 à 6, et 6 c'est la meilleure note. Donc quand ils ont vu le bulletin d'Einstein à Rao avec des 6, comme ça que c'est parti. Bonsoir, une question par ici. Oui, un peu en écho à cette idée de pensée musculaire qui est très nouvelle pour moi, je ne connaissais pas du tout. J'avais une question par rapport à peut-être un autre pendant de sa vie, c'est sa relation à la musique. Je voulais savoir notamment comment il a été initié à la musique, est-ce qu'il avait des maîtres ou quelque chose qu'il a prévisionné aussi par lui-même, et quelle relation aussi la musique pouvait avoir en matière de sources d'inspiration ou d'ouverture intellectuelle, et quelle place ça pouvait prendre dans sa vie de scientifique finalement. Alors, l'expression pensée musculaire, elle n'est pas de moi. Elle est quand, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y a un mathématicien français qui s'appelle Hadamard, qui a fui la France, qui s'est installé à New York. Il a mené une grande enquête auprès des physiciens, théoriciens et des mathématiciens pour leur demander comment est-ce qu'ils ont leurs idées. Et au moment où le livre allait paraître, Einstein, qui n'avait pas été contacté par Hadamard, a entendu parler de ce livre et il a écrit à Hadamard. Et Hadamard lui a envoyé le questionnaire qu'il a envoyé à tout le monde. Et c'est en réponse à l'une des questions que Einstein dit « j'ai une pensée musculaire, je pense sans les mots, etc. » Ce qui a beaucoup surpris, parce qu'avant on pensait que la pensée était toujours portée par le langage. Maintenant sur la musique, c'est une histoire assez connue, il a appris la musique, le violon, parce que sa mère voulait qu'il joue du violon, et jusqu'à l'âge de 14 ans, il a détesté ça. Il y a même sa sœur qui raconte les colères qu'il prenait, les crises, tellement il ne supportait pas l'enseignement autoritaire que lui imposaient ses précepteurs. Et à l'âge de 14 ans, il a entendu, je ne sais pas à quelle occasion, des sonates de Mozart. Et là, il est tombé amoureux de cette musique-là. Et c'est là qu'il a dit « on ne peut apprendre que par plaisir ». Il est devenu un très très bon musicien. Très, très bon musicien. Et pour répondre à la dernière partie de votre question, la thèse que je défends dans mon livre, c'est que la musique, c'était son éther. C'est l'éther qui portait ses pensées. Et il y a plein de témoignages de ses enfants, de ses proches, qui disent que dès qu'il avait un problème, un truc, il se mettait à soit jouer du violon, soit à tapoter sur un piano, et ça venait, quoi. C'est comme ça portait sa réflexion. Il y a une très belle citation de son fils, que je répète, il dit ça un peu blêmement, mais il n'aurait pas pu vivre sans musique, et c'était vraiment le milieu qui servait de support à sa vie intellectuelle. Et même une très belle scène, je ne sais pas si vous... Parce que vous savez, il a quitté l'Europe en 1933, en fait on l'a viré. Hein. C'est quand même... Moi je suis allé à Anvers, là où il a pris le bateau, à Coq-sur-Mer, où il est rentré des États-Unis en 1933, il apprend que son appartement à Berlin a été investi par les SA, qu'on brûle ses livres, il ne peut pas rentrer. Et pendant 6 mois, il se demande où je vais, quoi. Et il a fini par fuir comme un migrant, avec sa petite valise, là, à Anvers. C'est assez émouvant de voir le musée de la compagnie maritime, la Red Star Line, qui emmenait les migrants aux États-Unis à l'époque. Et... pourquoi je dis ça? C'était quoi la question? La place de la musique. Le violon dans violon. Il a pris son violon, mais... Ah oui, donc il a quitté l'Europe et il ne pouvait plus voir son fils, le second qui était schizophrène, qui était hospitalisé en Suisse. Et il est allé lui dire au revoir, il ne pouvait pas parler, et, je parle du fils, et en fait ils ont joué de la musique ensemble. Il lui a dit au revoir comme ça en musique, c'est une photo absolument magnifique. On voit Einstein qui dit au revoir à son fils, qui sans doute ne comprend pas, mais il sait qu'il ne pourra plus le revoir. Parce qu'Einstein sait dès 1933 qu'il ne remettra jamais les pieds en Europe. Il n'est jamais revenu en Europe. Même pour une visite, jamais. Il n'a jamais parlé aux Allemands, il n'a jamais voulu revenir.
Bonsoir. Juste une petite question. Que sont devenus ces enfants? À lesquels? Parce que il a eu, quand il était à Berne, il n'était pas marié, mais il vivait avec Mileva, qui tombait enceinte. Et pour éviter le scandale, elle est allée accoucher en Serbie, chez ses parents. Et dans la correspondance entre Einstein et Mileva, on voit bien que lui, il ne peut pas y aller, mais l'enfant naît, c'est une fille qui s'appelle Iserbe. Et Einstein écrit des lettres en lui demandant à sa femme à qui ressemble-t-elle, décris-la moi, etc. Et puis tout d'un coup, ni elle ni lui n'en parlent plus. Et donc Einstein revient à Berne sans la petite fille, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Il y a des gens qui disent qu'elle a été confiée à une famille, d'autres qui disent qu'elle est morte de diphtérie. Je ne sais pas. En fait, on ne sait pas. Et ensuite, il a eu 2 fils. L'un qui est devenu géologue et l'autre qui, à partir de l'adolescence, a montré des signes de troubles psychiques. Je ne sais pas, schizophrène, c'est ce qu'on dit, mais je ne sais pas si on... En tout cas, il y a des livres qui racontent qu'Einstein était un mauvais père, il a abandonné ses enfants, c'est encore des légendes. En fait, il s'est beaucoup occupé de ses fils en bas âge. En 1905, il n'en a qu'un, mais il s'en occupe tous les soirs, il joue avec lui. Il était très proche de ses fils. Comparativement au père de l'époque, parce qu'il faut comparer des choses comparables. Avec nos critères d'aujourd'hui, on peut dire qu'il ne s'occupait pas des enfants, mais c'est pas vrai. Et puis, quand il s'est installé à Berlin, Mileva l'a rejoint avec les enfants, mais très vite, leurs relations sont devenues thermonucléaires. Et donc Mileva est rentré en Suisse. Il était convenu que Einstein les verrait tous les 15 jours. Puis il y a eu la guerre. Et donc la séparation, elle vient de la guerre, elle ne vient pas d'Einstein qui aurait abandonné ses enfants. J'ai du mal à trouver des défauts, vous voyez. Bonsoir. Dans une précédente conférence que j'ai eu le plaisir de voir que vous aviez menée, je ne sais plus si c'était à Rennes ou ailleurs en France, vous parliez de Galilée qui avait aussi des expériences de pensée, mais vous disiez qu'elles étaient différentes de celles d'Einstein. En quoi elles étaient différentes? Par le corps. Il n'y a pas le corps chez Galilée. L'expérience de la chute des corps, alors de chute des corps, justement, il n'y a pas le corps. Galilée montre que si un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger, il y a une contradiction qui apparaît quand on relie un corps léger à un corps plus lourd. Et voilà. Donc il ne se met pas en scène dans l'affaire. Et Einstein, il a vraiment beaucoup utilisé l'expérience de pensée pour la gravitation, pour la relativité, mais aussi pour la mécanique quantique. Il y a un paradoxe qui est très célèbre, qu'on appelle le paradoxe EPR, qu'il a formulé en 1935, Einstein, Podolsky, Rosen, qui est un truc de dingue, de 4 pages, qui a pu être testé bien plus tard en 1981, qui a démontré ce qu'on appelle la non-séparabilité quantique. Et ça, c'est Einstein qui a vu que si la mécanique quantique était complète, c'est-à-dire s'il ne manquait pas des variables cachées, elle prédisait des choses hallucinantes, que lui n'a pas acceptées. Or, ces choses ont été démontrées expérimentalement. 2 particules qui ont interagi restent corrélées, quelle que soit la distance qui les sépare. Et ça, Einstein, s'il était revenu en 1981 et qu'on lui ait présenté ce résultat, je pense qu'il serait tombé de sa chaise, vraiment. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Pour la campagne présidentielle, pour parler des migrants, pour parler de l'économie. Il a beaucoup parlé d'économie. D'ailleurs, dans un livre qui s'appelle « Comment je vois le monde », qui est un livre publié en 1934 qui contient plein de papiers qu'il a écrits. C'est pas vraiment un livre, c'est plutôt une recension d'articles. Il dit un truc incroyable, il dit bon, moi je ne devrais pas parler d'économie parce que je ne suis pas économiste. Je suis incompétent, donc de quel droit je m'autorise? Mais il ajoute, quand je constate l'incompétence des économistes qui parlent d'économie, je me sens autorisé à dire mon mot. Il parle de la crise de 29. Il propose la réduction du temps de travail. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette soirée.
voudrais qu'on remercie chaleureusement Étienne Klein. Merci à vous.